Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu puisqu'il verra 6 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 145e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 décembre, il est exactement 10h30 et avant la courte pause des fêtes de fin d'année pendant laquelle nous rediffuserons les 2 épisodes de Pause Report les plus écoutés en 2023, nous allons faire un bilan de cette riche année vélique mais également nous projeter vers la prochaine qui s'annonce tout aussi riche, voire beaucoup plus, puisqu'elle va débuter dans 3 semaines avec l'Arkea Ultime Challenge Brest et se poursuivre avec notamment un enchaînement Jeux Olympiques, Coupe de l'América et Vendée Globe. Pour évoquer toutes ces courses et l'année passée, je reçois 2 journalistes spécialisés. Le premier est bien connu de Pause Report, auquel il a plusieurs fois participé. Il écrit notamment pour Voiles et Voiliers. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Didier Ravon qui est chez lui à Paris. Salut Didier. Salut Axel. Le second couvre également la voile de compétition pour Voile Magazine. Il est chez lui à Rennes. Il s'agit de Paul Gury. Salut Paul. Bonjour à tous. Eh bien, messieurs, on va commencer donc par revenir sur cette année 2023 qui aura été assez riche d'un point de vue de l'actualité de la voile de compétition et aura débuté en janvier par The Ocean Race, course autour du monde en équipage, qui s'est terminée fin juin à Gênes par la victoire des Américains de 11th Hour Racing Team. C'était la première fois que la course se disputait sur des monocoques de la classe IMOCA. Est-ce que vous pensez l'un comme l'autre que l'essai a été transformé par cette classe des monocoques de 60 pieds? On va commencer avec toi, Didier. Ah ben oui, j'ai été assez convaincu. J'ai trouvé que les performances étaient hallucinantes. Hein. Ils ont battu des records incroyables. En plus, il y avait des médiamans, des media women à bord, donc on a eu le droit à avoir des images extraordinaires. Moi personnellement, je me suis demandé plusieurs fois comment ils arrivaient à vivre à 5 dans un espace aussi réduit. J'ai trouvé ça assez effrayant en fait. Et donc je pense que les limites aujourd'hui de ces bateaux-là, c'est plutôt des limites humaines. Moi bon, j'étais convaincu. Je pense que le format, ces bateaux sont fantastiques. Bon, j'ai quand même noté 2 choses, c'est qu'il y a eu quand même 2 mâts cassés sur 5 concurrents, donc et j'ai quand même l'impression que la conception de ces mâts qui ont maintenant 10 ans hein, au niveau du dessin, du design,
est plus vraiment en adéquation avec les charges et les efforts sur ces foilers, quoi. Donc ça c'est le truc qui m'a un petit peu choqué. Et puis la dernière chose, c'est que alors bon, faute de concurrents, alors je vais être un peu méchant, hein, mais faute de concurrents, d'avoir mis les VO65 qui étaient les anciens bateaux de la Volvo Ocean Race pour la première et puis l'avant-dernière étape, j'ai trouvé ça un peu limite. C'était déjà que nous on avait du mal à y comprendre, alors que j'imagine que le grand public ils ont pas dû savoir ce qui se passait. Voilà mon avis. Mais convaincu, c'est clair. Bon, c'était d'ailleurs le chant du signe de cette classe des VO65, puisqu'ils ne reviendront plus sur la course, pas plus que sur The Ocean Race Europe, qui aura lieu à l'été 2025. Paul, toi de ton côté, il y avait cinq équipages IMOCA au départ de cette première de The Ocean Race sur ces bateaux, sur ces 60 pieds. Est-ce que tu estimes que c'est encourageant pour la suite, que tu penses qu'il y aura beaucoup plus d'équipages sur la prochaine? Est-ce que cette première aura convaincu ceux qui n'étaient pas là de venir sur la prochaine? En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai, comme l'a dit Didier, le fait qu'il y avait des médiamans à bord, une première sur un parcours aussi long, nous a permis d'avoir des images complètement dingues de drones, etc. Je me souviens encore de Malaysia dans les mers du Sud, là, qui est complètement en lévitation. C'était assez incroyable. 5 bateaux, c'est peu. Ça serait bien qu'il soit une dizaine, une vraie flotte, ça aurait été encore plus intéressant. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que parmi cette flotte, il y en avait 2 qui avaient été quand même conçus pour, donc 11 Hours et Malaysia, et on les retrouve quand même aux avant-postes. Donc c'est pas un hasard, ils avaient été bien conçus, bien pensés. Des records de vitesse de dingue. Il y a eu un moment là entre Newport et Arus, c'était on suivait ça heure par heure, les records tombaient les uns derrière les autres. J'ai trouvé ça quand même 640 000, c'est assez incroyable ce qu'a réussi à faire Holcim. J'ai trouvé que c'était une très belle course, et effectivement, les VOR 65 effectivement m'ont paru être passés un peu à côté, quoi. Ouais. C'était juste pour préciser, c'était pas la première fois que le Mediaman était sur la Oui. Volvo, sur la Volvo. Il y avait déjà eu, je crois, si je me trompe pas, 2 éditions avec des Mediaman à bord. Mais effectivement, les images qui ont été rapportées sur cette édition étaient assez spectaculaires. C'était plus pour les drones. Oui, c'est ça. C'était pour effectivement avec des images de drones assez dingues. Est-ce que peut-être pour Didier, est-ce que tu estimes que les équipes, tu citais Paul à l'instant, Eleven Saur, qui a été racheté par Sébastien Simon, qui est devenu Groupe Dubreuil, et notamment Malizia, qui a été se frotter aux mers du Sud. Ces bateaux-là vont avoir du moins pour Sébastien Simon, ce sera pas le cas puisqu'il n'était pas de la partie, même s'il a quand même participé à The Ocean Race, mais sur un autre bateau. Mais peut-être pour Boris Herman et Malizia, c'est un avantage en vue du Vendée Globe qui partira dans un an, d'avoir été se frotter sur son bateau du Vendée Globe aux mers du Sud. Ah oui, je pense que oui. De toute façon, c'est forcément de l'expérience en plus. Ils ont poussé les bateaux comme jamais. Ils vont pas les pousser aussi bien, autant à mon avis en solitaire. Mais quand on discute avec tous les coureurs, quels qu'ils soient, hein, moi j'ai discuté l'autre jour pas mal avec Tom Laperche et puis avec Sam Goodchild, ils disent tous que bon, de toute façon, aller se frotter dans les mers du Sud avec les conditions qu'ils ont eues, c'est forcément un plus, quoi. Donc oui, donc je pense que ça va être un vrai avantage pour tous ces gens-là, mais bon, quand on regarde quand on regarde les classements des dernières courses, on se rend compte qu'il y a aussi on va en reparler, mais je pense qu'il y a aussi plein de nouveaux skippers qui arrivent et qui connaissent pas forcément ces coins-là, mais qui manifestement savent faire marcher leur machine. Clairement. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure quand on va évoquer la Transat Jacques Vabre, notamment en IMOCA. Si on redéroule un petit peu le fil de cette saison 2023, au printemps, il y a aussi eu la Transat Paprec, ex-Transat AG2R, courue en Figaro Beneteau 3, sur un format double mix, qui était une première. Cette course a été remportée par l'équipage de skipper massif composé de Loïs Béréard et Charlotte Yvain. On va peut-être demander à toi, Paul, est-ce que selon toi ce format mixte a fonctionné? Est-ce que cette première, il fallait en passer par là pour un peu ouvrir davantage cette classe et la course au large en général aux navigatrices? Bah, je pense malheureusement qu'il faut en passer par là. Ils étaient quoi, 11 duos, hein, si mes souvenirs sont bons. Moi je noterais par exemple la belle performance, du moins
comment je pourrais dire ça, par exemple Pauline Courtois qui était accompagnée de Corentin Auro qui elle était plutôt dans le match race et autres, qui a pu accéder à de la course au large. Donc je pense que c'est quand même un tremplin pour une accession pour les femmes pour voir un peu plus loin, voilà, parce qu'on sait qu'elles sont tout aussi performantes que les hommes sur l'eau. Et donc, tu penses que c'était une bonne initiative de la part de l'organisateur de forcer un petit peu entre guillemets ce format double mixte pour justement susciter des vocations et permettre à ces navigatrices qui en ont peut-être moins l'occasion de se familiariser avec le large. Bah après c'est la question de la discrimination positive. Moi, je pense que si les choses ne se font pas naturellement, parfois c'est aussi ça doit venir d'en haut ou des organisateurs et ça a été le cas. D'ailleurs, The Ocean Race avait déjà montré Mhm. l'exemple sur les éditions précédentes. Didier, tu es d'accord avec Paul? Totalement, moi je trouve ça génial. Et puis c'est super de voir arriver toutes ces jeunes navigatrices là. Bah, tu vois, j'étais vendredi à Port-Laf et j'ai discuté avec Jeanne Grégoire, qui est la responsable du pôle course au large, qui a pris la suite de Christian Lepape, et qui me disait que lors de la sélection pour le Challenge Région Bretagne CMB Océane, il y avait eu une bagarre incroyable entre les 9 candidates. Bon, c'est Louise Acker qui l'a emporté, et Louise Acker était plutôt justement était une des équipières de Pauline Courtois en match race, hein, son triple championne du monde, hein, ensemble. Et moi je trouve ça fantastique que ça marche comme ça. Puis quand on voit enfin, on voit Violette d'Orange en IMOCA, je me dis que c'est franchement, c'est super qu'il y ait ce genre de truc, et c'est même indispensable, j'ai envie de dire, aujourd'hui. C'est indispensable que la mixité prenne un peu plus de pouvoir, même si on sait bien que la voile reste quand même un sport de garçons, hein, soyons clairs. On va continuer sur le circuit Figaro. L'été a été marqué comme d'habitude, par la solitaire du Figaro, solitaire du Figaro pas prête d'ailleurs, on va dire le nom complet. Didier, on va continuer avec toi. Victoire de Corentin Auro. C'était un des marins les plus expérimentés au départ, hein. On rappelle que maintenant souvent sur les départs de solitaire du Figaro, les marins les plus expérimentés ont à peine la quarantaine et ont à peine une dizaine de solitaires du Figaro dans les pattes, ce qui n'était un peu moins le cas avant. Les marins étaient souvent un peu plus âgés et comptaient parfois jusqu'à 15 ou 20 solitaires. Cette victoire de Corentin Auro, Didier, elle était quelque part attendue. Bah, moi, je connais pas très bien Corentin, mais je pense que bon, d'abord, il a eu la chance d'avoir un bateau hyper bien préparé par Banque Populaire, parce que quand on connaît l'écurie Banque Pop, on sait que c'est bah, que les outils sont nickel. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est il a été très bon, très opportuniste. C'était apparemment c'est une solitaire bon, que j'ai suivi d'assez loin, mais qui était quand même compliquée, hein, et donc non, il a il a hyper bien géré, mais de toute façon, quand on gagne la solitaire du Figaro, c'est qu'on est ultra brillant, quoi. Je veux dire, enfin, il y a pas vraiment à épiloguer, il suffit de regarder les palmarès, mais oui, je crois que c'était son année, donc il était dans le match, encore une fois, il avait un sponsor derrière avec qui lui a mis un bateau parfaitement préparé, et puis il a été hyper bon. Donc oui, non, j'ai pas été plus surpris que ça, quoi. Paul, quel est de ton côté ton regard sur la solitaire du Figaro, c'est une classe qui se rajeunit pas mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux éditions des années, on va dire 90, 2000, même début des années 2010. Il y a un vrai renouvellement sur cette classe, avec aussi un Tour de France à la voile qui se dispute maintenant sur le support. Ben, c'est vrai qu'il y a eu un vrai rajeunissement. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les vieux de la vieille sont partis peut-être faire autre chose, que le Figaro 3 est très très physique, je sais pas. En tout cas, cette édition a été plein de rebondissements. On va mettre de côté un peu les tricheries qui ont un peu terni l'image de cette édition. Mais à part ça, la deuxième étape, je pense qu'elle restera un peu dans les annales de la course, avec des chamboulements au classement permanent à chaque point, à chaque comment dire, passage à niveau, et des écarts qui ont été énormes finalement, des favoris comme Alexis Loison ou Guillaume Pirouel, qui se retrouvent à Dash sur la deuxième étape et qui les condamnent en fait un petit peu sur le classement général, quoi.
Donc beaucoup de suspense, une belle édition. Bon, au printemps, du moins à l'automne, pardon, je me trompe de saison. Dans la foulée de cette solitaire du Figaro, le grand événement de la saison a été la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. On va pas refaire le match dans toutes les classes de cette 16e édition. Est-ce que vous pouvez l'un comme l'autre me dire un peu ce qui vous a marqué peut-être sur cette édition anniversaire, puisqu'on fêtait les 30 ans de la Jacques Vabre, sur quelles que soient les classes. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un événement ou des marins qui vous ont marqué? On va commencer avec toi, Didier. Écoute, moi j'ai trois coups de cœur en fait. Voilà. Bon, déjà, j'ai trouvé que de voir autant de bateaux au Havre dans le bassin Paul Vatine, c'était quand même exceptionnel. Je me suis dit, mais c'est fabuleux. Moi, alors sans jouer les anciens combattants, j'étais à la première édition en 93 et dans les docks étaient à moitié pourris. C'était le soir, c'était la zone. Il y avait, je crois qu'il y avait que une dizaine de bateaux. Enfin, c'était quand même. Et quand on voit aujourd'hui, c'était extraordinaire. Écoute, moi j'ai un coup de cœur quand même pour Justine Métro et Julien Villion parce que j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant qu'ils attaquent par la face nord en IMOCA quand les autres étaient en train de glisser sous les alizés et ça n'a pas été loin de passer. J'ai aussi un autre coup de cœur pour Tanguy le Turquet et Félix de Navacelle parce que ils ont quand même failli couler au départ, ils ont réparé leur bateau à Lorient, ils sont repartis et bon et ils ont terminé avant que Tanguy reparte dans l'autre sens pour Lorient. Donc ça moi, je lui tire mon chapeau, voilà. Et puis j'ai eu aussi un coup de cœur pour la classe 40 parce qu'il y avait quand même, bon, il y a eu deux abandons au départ, mais il y avait quand même 44 partants, il y a eu 44 classés, quoi. Donc ça veut dire que c'est des bateaux qui sont économiquement finalement assez intéressants et qui ont prouvé une certaine fiabilité parce que la transat était longue, ils ont eu du mauvais temps, enfin bref. Donc voilà, écoute, j'ai trouvé que c'était une belle train à Jacques Vabre et puis encore une fois, bon alors les aléas de la météo ont fait que les classes 40 pour une fois ont été mis en lumière et j'ai trouvé que le départ, je crois qu'il y a eu unanimité, le départ filmé et retransmis en direct à la télé était absolument exceptionnel. Ouais, avec ces départs décalés, finalement, qui ont été une bonne occasion de mettre en valeur chaque classe, c'est une bonne idée, ces départs décalés. Ah ben pour moi complètement. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai noté, hein, parce que depuis le temps que je fais des départs, c'est le fait que le mauvais temps oblige. Alors c'est pas très sympa pour les sponsors, pour les partenaires qui devaient partir sur des grosses vedettes, mais le fait qu'il y ait aucun bateau suiveur a fait que le spectacle était magnifique à regarder et que les marins avaient repris la mer pour eux, quoi. Donc il y avait pas tout ce cirque habituel qui devient un peu dangereux par moment évidemment. Et donc j'ai trouvé que c'était une très belle course. Paul, de ton côté, quels sont un peu tes coups de cœur de cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre? Bah, je rejoins Didier sur le départ, surtout celui des classes 40, là, dans 25 nœuds de vent, avec la bouée spectacle, enfin, un dégagement, où ils sont tous arrivés en meute, lancés. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas loupé, il y a eu quelques petits cartons, mais on se serait cru sur une régate, sur 3 bouées, c'était super impressionnant, les images étaient magnifiques. Après, sur la course en elle-même, évidemment, l'option des Juju, métro, Villon, option Nord, c'était très osé, on a suivi ça, on savait pas, il y avait du suspense, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, ça, c'était vraiment génial à suivre. En IMOCA toujours Koch et Sam Goodchild sur l'ancien Linked Out qui ont fait une fin de course avec des moyennes, ils allaient pratiquement aussi vite que les deux premiers sur on va dire un ancien bateau moins récent que les deux premiers. En classe 40, j'ai beaucoup suivi Crédit Mutuel, donc Lipinski et Carpentier, qui ont quand même eu un dématage sur la première étape jusqu'à Lorient, qui ont réussi à revenir dans les temps, à partir. Ils ont commencé doucement et après ils ont fait une transat impressionnante. Ils ont rattrapé, ils ont été à fond dans l'option Nord, ils sont revenus complètement par le nord des Antilles et tout ça pour se classer deuxième, je crois, en temps réel. Bon, malheureusement, ils finissent forcément discales sur la première, donc je crois 19e ou 17e au général. Mais je voudrais les saluer, cette performance, je l'ai trouvée tout à fait impressionnante. En Ocean 50, même s'il y a eu un peu moins de matchs à cause des nombreux abandons qu'il y a eu à partir du Cap Finistère, bon, j'ai quand même trouvé que Thibaut Vauchel et Quentin Vlaminck avaient fait une course pratiquement parfaite, très belle maîtrise,
sur des bateaux qui sont quand même difficiles à manier, surtout quand il y a de la mer, etc. Ils ont été très pros. Et enfin, en ultime, j'ai adoré le passage de l'île d'Ascension où Gabard, le Cléache, se repassait devant, etc. Enfin, c'était très très intéressant. La course a été suivie de retour à la base en IMOCA, donc il y a eu une transat retour entre Fort-de-France et Lorient qui s'est achevée la semaine dernière avec la victoire de Johan Richomme. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière se sont imposés sur la Jacques Vabre, à chaque fois sur donc deux plans Antoine Coche, Finot Conque, qui ont affiché effectivement, vous soulignez des moyennes assez impressionnantes. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu au niveau de justement du bilan un petit peu architectural de cette année 2023 en IMOCA? On a l'impression que, on dit souvent ça, mais qu'il y a eu un vrai gap de franchi au niveau des performances des bateaux avec cette nouvelle génération d'IMOCA. On va continuer avec toi, Paul. Ah, c'est sûr que les nouveaux plans, on aurait pu croire qu'ils allaient avoir besoin d'un peu de temps pour être fiabilisés. Ils ont montré tout de suite un énorme potentiel. Et puis on a vu Johan Richomme en solitaire sur le retour à la base, tout seul, faire une option un peu plus nord, ne pas hésiter à aller dans la brise. Donc ça veut dire quand même dire qu'il a une confiance dans son bateau qui est quand même assez impressionnante à un an du Vendée Globe. Donc on va dire que c'était des bons choix architecturaux. Didier, ton avis sur le sujet? À mon avis, oui, je rejoins totalement Paul. Ce que j'ai trouvé très intéressant et très fort, c'est de bien de voir que le bateau qui a été conçu récemment par Antoine Coche, par le cabinet Finocon, qui est notamment David de Prémorel, le bateau est bien né, c'est clair, le bateau est performant, il est fiable. Bon, puis Johan Richomme, pour moi, fera forcément partie des grands favoris pour le Vendée Globe. Il a fait une course parfaite. Ça fait quelques fois qu'il se trompe pas beaucoup, ce garçon, quoi. Que ce soit les routes du Rhum, le Figaro. Là, il était impressionnant enfin, quand on discute un peu avec Jérémy Bayou, avec Thomas Ruyant, avec Sam Goodchild, ils disent tous que bon, comme on dit, c'est un sacré client, quoi. Et non, moi, ce que je pense, c'est que ces bateaux sont devenus totalement exceptionnels, mais totalement invivables, quoi. Quand on voit, il y a eu quand même des traumatismes, donc je trouve que j'ai l'impression que la limite maintenant, encore une fois, elle est humaine, quoi. Et on peut regretter aussi l'absence de massif, parce qu'on aurait peut-être pu voir un autre concept architectural en œuvre. On attendra un petit peu pour ça, mais je suis sûr que le dernier Verdier aussi a, à mon avis, des bonnes armes. Effectivement, Massif qui disputera la Transat CIC fin avril et la Transat Retour avant New York Vendée, qui seront donc les deux dernières transats avant le coup d'envoi du Vendée Globe. On reparlera de Vendée Globe en fin d'émission. Pour finir cette revue de l'année 2023, on va parler de voile olympique. Il y a eu une année de voile olympique assez riche avec des résultats assez exceptionnels pour l'équipe de France au Test Steven de Marseille, puisqu'elle a décroché 5 médailles, dont 4 en or, si je me trompe pas. Des championnats du monde de La Haye également réussis. Ça s'est terminé par une belle médaille d'or européenne en 49er pour Émile Amoros et Lucas Rual. Didier, on sait que tu es toujours très féru de voile olympique. Tu suis ces séries depuis de nombreuses années. Quel regard portes-tu sur cette année? J'ai oublié bien évidemment de mentionner aussi Lauriane Nolo, marin de l'année, mais on en reparlera juste après. Quel est un peu ton regard sur cette année pré-olympique, on va dire, puisque se disputeront l'année prochaine les Jeux Olympiques de Paris 2024? Bah, je pense que c'était une belle année, hein, pour l'équipe de France. Bah, tu viens d'en parler, hein, les 5 médailles au test event qui étaient sur le plan d'eau des Jeux, qui étaient vraiment la répétition ou le prologue des JO. J'espère qu'on aura d'aussi belles conditions l'année prochaine. Voilà. Écoute, moi j'étais très content. Alors on va peut-être en revenir, mais j'étais très content, et je le dis d'autant plus facilement que j'étais pas au jury cette année, que Lauriane Nolo ait été nommé marin de l'année. Alors c'est toujours un peu le même truc, c'est-à-dire que comparer une fille qui fait du kite avec un Thomas Ruyant ou un Charles Caudrelier, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, voilà, ou un Armel Lecléache. Enfin bon, bref, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que c'est très bien. C'est une belle promotion pour la voile olympique, et notamment le kite, hein, qui est une nouvelle discipline, hein, qui sera pour la première fois au jeu. Et
ce que je vois moi en effet pour suivre la voie olympique de près, c'est que ça pousse très fort chez les jeunes et ça j'ai l'impression que le fait que les Jeux soient à Paris et à Marseille pour la voile motive plein de jeunes équipages. Là, tu vois, par exemple, Hugo Reville et Karl De Vaux viennent de gagner le championnat du monde de 29er, qui est le petit frère du 49er. Tu as parlé de Rual et Amoros qui viennent d'être champions d'Europe. Je pense aussi à Mathis Paco et Lucie de Gênes qui sont à nouveau champions du monde pour la 3e année consécutive en junior. Ils ont que 21 ans. Donc ça pousse vraiment et donc ça c'est super et bon et puis l'équipe de France a vraiment des moyens logistiques fantastiques à Marseille. Ils ont mis les paquets, ils connaissent le plan d'eau, j'ai envie de dire par cœur et donc écoute, je croise les doigts pour que ça se passe bien, mais c'est vrai que l'année 2023 est quand même très positive. Paul, parlons du marin de l'année. Tu n'étais pas non plus au jury. François-Xavier de Crécy, qui est rédacteur en chef de Voile Magazine, y était. Est-ce que tu es d'accord avec Didier sur ce titre pour Lauriane Lolo? C'était un titre mérité selon toi? Tu aurais été au jury? Tu aurais voté pour qui? Si j'avais été au jury, j'avoue que j'aurais peut-être hésité un petit peu avec l'IMOCA, mais avec Thomas Royan et la Gravière, mais effectivement à un an des JO et vu le parcours de Lauriane, que ça soit sur le test event où elle est médaillée d'or et puis elle rebelote au mondial de La Haye où franchement moi j'ai trouvé que les Français avaient été quand même moins mis en enfin moins performants en général, hein. Je trouve qu'elle a pas du tout volé son titre, surtout à un an des JO, ça me paraît tout à fait logique. Ouais, tu disais les Français ont été un peu moins performants au mondiaux de là-haut. Après, l'objectif qui leur avait été assigné par l'encadrement de l'équipe de France était surtout d'être présent sur le test event de Marseille, ce qui a été le cas. On va reparler rapidement des JO après. On va se projeter maintenant sur l'année 2024 qui va démarrer très vite, hein, le 7 janvier, coup d'envoi de l'Arkea Ultime Challenge Brest, première course autour du monde en solitaire, en ultime de l'histoire. Paul, on va continuer avec toi. Ce rendez-vous, est-ce que tu l'attends avec impatience? Comment tu vois cette course? Est-ce que ça va être un rendez-vous très fort de cette année 2024? Sans nul doute, surtout que ça a mis quand même pas mal de temps à s'organiser. Ça y est, on y est. Les ultimes sont fiables. Bon, fiables, hein, on l'entend, hein, comme il faut l'entendre. Après, on a bien vu sur cette dernière Transat Jacques Vabre, finalement pas d'abandon. Bon, même si pas mal de casses, etc. Moi, je pense que les bateaux sont prêts, les marins sont prêts, le parcours, ben forcément, il est complètement dingue. En solitaire, les mers du Sud, le tour du monde. Oui, ça va être un grand spectacle. Et ça sera plus de l'endurance que de la vitesse pure. Et je pense que ça va être difficile là aujourd'hui de pronostiquer un vainqueur. On va quand même s'y essayer, Didier. Si tu regardes le plateau des 6 marins au départ de cet Arkea Ultime Challenge Brest, quels sont pour toi si on devait faire quelques favoris pour la victoire, tu miserais sur qui, toi, si tu devais mettre une petite pièce? Oh la vache, je suis jamais bon en pronostic. Et puis, je joue au loto de temps en temps, mais j'ai jamais gagné. J'ai envie de dire qu'ils sont quand même. Il y a quand même pas mal de marins. Enfin, ils sont tous très affûtés. J'ai envie de dire que sur une course comme ça de longue haleine, où en effet il faudra pas taper un objet flottant non identifié ou avoir une casse matérielle. Moi, je sens assez bien. Je pense que l'expérience joue vachement là-dessus, et je pense que je sens assez bien Thomas Coville, qui a quand même une expérience dingue. Ils sont que 4 à avoir bouclé un tour du monde en solitaire, enfin un record du monde en solitaire sur ces bateaux-là. Mais bon, le Cléache, Caudrelier sont hyper forts. Tom Laperche, pour moi, c'est le Mbappé de la voile. Une étoile filante. Il a un bateau fantastique, une super équipe, même si le bateau est actuellement en chantier chez Merconcept, François Gabard. Après, comme ça peut être une course à élimination, ils sont que 6, mais pareil, j'ai envie de dire que Éric Perreux et Anthony Marchand, ils ont une carte à jouer parce qu'ils ont des bateaux qui sont très fiabilisés. Franchement, c'est difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que j'espère surtout
qu'il y aura tous les bateaux à l'arrivée, parce qu'ils sont pas nombreux, et il faudrait pas que cette course devienne après soit un peu montrée du doigt, quoi, parce que c'est comme l'a titré Voyer dans le dernier numéro, c'est les ultimes en mode Vendée Globe, donc il faudrait pas non plus que ça se banalise, quoi. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Mais moi, je suis impatient de voir comment ça va se passer, mais et puis chapeau à ces garçons, parce que naviguer en solo sur ces machines de 32 mètres, respect. Est-ce que vous avez l'impression que quelque part sur cette course, la classe ultime joue aussi un petit peu son avenir? Tu disais, on souhaite bien évidemment tous que les 6 bateaux soient à l'arrivée et qu'il y ait le moins d'avaries possible, mais est-ce que l'avenir de la classe ultime se joue aussi là? Parce que pour faire venir peut-être de nouveaux partenaires et qu'on ait plus de solitaires au départ dans 4 ans pour la deuxième édition de cette course qui est déjà programmée, il faut que ça soit une réussite. On va continuer avec toi, Didier. Ah ben oui, c'est évident. C'est-à-dire que si et je touche du bois, s'il y a 6 bateaux à l'arrivée, s'il y a une bagarre comme on a pu l'avoir sur la Jacques Vabre ou sur le défi Azimut, c'est évident que ça va attirer du monde. Mais en même temps, y a pas, y a pas 50 marins qui peuvent mener des machines pareilles, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est un peu compliqué à mon avis à faire passer au grand public, c'est que je crois que les gens ne se rendent pas forcément compte de la difficulté de mener ces bateaux, de la compétence qu'il faut pour tout gérer, hein, que ce soit au niveau électronique, au niveau hauteur de vol, puisque c'est des bateaux qui volent tous maintenant, etc., etc. Alors bon, ils ont des routeurs ils ont la crème de la crème en routeur, mais voilà, euh, je pense que enfin, je pense que la classe ultime, elle est, enfin, j'espère de tout cœur qu'elle puisse se développer, et que dans 4 ans il y ait 2 ou 3 fois plus de bateaux. Mais bon, c'est des budgets monstrueux, et puis encore une fois, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Bon, on rappelle qu'il y a un nouveau bateau qui vient d'être annoncé, qui sera le Gitana 18, qui sera mis à l'eau normalement à l'automne 2025. Et donc, ce qui laisse une place disponible pour qui veut racheter le Maxi Edmond de Rothschild, qui nous disait Cyril Lardachti, le directeur général du Gitana Team, est mis en vente entre 13 et 15 millions d'euros. Avis aux intéressés. Paul, un dernier mot sur cet Arkea Ultime Challenge Brest. Si toi, tu devais miser sur un skipper, tu miserais sur qui? Banque Pop. sans trop de risques. Ouais. Il a quand même prouvé que le bateau, ça y était prêt. Je pense Amel Lecléache en solitaire, c'est un tueur. Bon, alors il connaît les mers du Sud par ses expériences Vendée Globe. Il les connaît pas en ultime. Je suis sûr qu'il saura s'adapter. Et je voulais aussi noter quand même qu'il y a des escales techniques qui sont autorisées. Tout à fait. Ouais. Aussi pour, j'imagine, limiter les abandons. Bon, alors, ça sera forcément des escales d'au moins 24 heures, si j'ai bien compris. Voilà, je pense que ça participe aussi de cette volonté que tout le monde arrive au bout, au risque peut-être que le grand public, comme sur la Brest Atlantique, ait du mal à comprendre qu'on puisse s'arrêter et repartir. Voilà. Mais je pense que c'est un pari pour que tout le monde soit à l'arrivée. Il faudra juste bien l'expliquer à nous de faire notre job là-dessus. On va continuer de dérouler cette année 2024 qui va avoir un enchaînement estival incroyable avec Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront pour la voile à Marseille fin juillet, puis Coupe de l'América à Barcelone avec Youth et Women's Coupe de l'América en plus. Et l'année 2024 va se terminer par le Vendée Globe 2024. On va rapidement reparler de voile olympique et des Jeux. Didier, selon toi, combien de médailles on peut espérer pour l'équipe de France? Quand on pose la question à Jean-Luc Denéchaud, qui est le président de la Fédération française de voile, il dit faire mieux qu'il y a 3 ans à Tokyo, où on avait remporté 3 médailles. C'est un peu l'objectif. Est-ce que tu as le sentiment que, comme souvent quand une nation évolue à domicile, cette équipe de France est capable d'avoir des résultats peut-être un peu plus exceptionnels que d'habitude? Je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'équipe de France fait aussi bien côté Steven, ça sera exceptionnel, hein, puisqu'il y a eu, comme tu l'as souligné très justement, 5 médailles, dont 4 en or, c'était assez fantastique. Après, il faut pas se leurrer, quoi. La voile olympique, c'est
tellement compliqué quand on voit qu'il faut pas croire que parce que les Français naviguent à domicile que la logistique est exceptionnelle. Il faut savoir que les Néerlandais qui sont très très forts, les Italiens qui sont en train de revenir complètement dans la partie depuis quelque temps, les Anglais évidemment, faut pas oublier qui dominent la voie olympique depuis une douzaine d'années, ils sont pas en train de naviguer à Weymouth, hein. Ils sont tous, ils naviguent aussi à Marseille, ils apprennent le plein d'eau. Enfin bon, ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que enfin, quand on discute avec les coureurs, alors ils sont pas sélectionnés. Il faut savoir que la sélection sera très tardive, hein, puisque ça sera après la semaine olympique française hier, donc fin avril 2024, donc à très peu de temps des Jeux. Euh, j'ai jamais depuis le temps que je suis ça, j'ai jamais vu une équipe, enfin des gens et des filles, des garçons et des filles aussi motivés, quoi. C'est-à-dire que c'est les, c'est un truc extraordinaire de faire les Jeux une fois dans sa vie, quoi. C'est les Jeux dans un pays, c'est une fois par siècle. Donc moi, je suis assez, enfin, euh, c'est pas une question de lucidité, mais je suis assez optimiste parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que tous les moyens ont été mis en œuvre, que ce soit quand je vois par exemple le travail des météorologues sur le plan d'eau, quand je vois les installations qui ont été faites, quand je vois que l'équipe de France avec les cours olympiques seront à 5 minutes à pied de la marina, alors que par exemple à Tokyo il y avait, c'est bête à dire, mais il y avait une demi-heure de train. Enfin bon, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui vont dans le bon sens. Après, on est en Méditerranée, on est à Marseille, et c'est la météo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une semaine de pétole, comme il peut y avoir une semaine de Mistral avec 25-30 nœuds, où ça peut être compliqué, quoi. Voilà. Juste une petite précision, je crois que la sélection sera annoncée juste avant la SOF parce que justement l'équipe de France sera en configuration olympique sur la semaine olympique Oui, enfin, oui, de t'as raison, hier. t'as raison, absolument. Paul, à propos de ces jeux, comment un média comme le vôtre, qui est un mensuel, hein, même si vous avez aussi votre site web, comment vous allez traiter un petit peu ce sujet des Jeux olympiques? Alors ça, il aurait fallu voir plus avec mon rédacteur en chef. Mais je crois qu'on a bien l'intention d'être sur place ou d'avoir des pigistes pour suivre les Jeux au jour le jour. Je pense que c'est une occasion unique aussi de mettre en lumière la voile olympique sur un plan d'eau qui est magnifique. On a vraiment des chances de médaille. Oui, je veux dire, le test event, si ça pouvait être la même chose, bis repetita, je pense que tout le monde serait très content. Après, on est chez nous, donc c'est aussi un avantage. Ça peut aussi être un désavantage par rapport à la pression qui repose peut-être sur les épaules de nos athlètes. Je ne sais pas, on verra. Eh bien, rendez-vous au mois de juillet pour ces Jeux olympiques. On va passer à la deuxième grande épreuve de cette année 2024, la Coupe de l'Amérique à Barcelone. On rappelle que 6 défis sont engagés, 5 challengers et le Defender Emirates Team New Zealand. Cette coupe va commencer fin août avec la Louis Vuitton Cup, qui est donc les éliminatoires entre challengers, dont le vainqueur affrontera en octobre le Defender Emirates Team New Zealand. Cette édition, cette 37e édition de la Coupe de l'America va se doubler d'une Youth America's Cup, c'est pas la première fois, mais il faut le souligner, mais également d'une toute première Women's America's Cup, donc Coupe de l'Amérique pour des équipages féminins, ces deux dernières épreuves en AC40. Didier, comment tu vois un petit peu cette 37e Coupe de l'Amérique à Barcelone? Nous, Européens, on est content que ça se situe un peu plus près de nos frontières, ne serait-ce que pour suivre les régates la journée plutôt que la nuit. Comment tu vois un petit peu cette Coupe de l'Amérique? Est-ce que tu vas beaucoup t'intéresser à cette 37e édition? Ah oui, forcément, forcément. Il y a deux choses positives. En effet, comme tu viens de le dire, que ce soit à Barcelone, c'est quand même super. En effet, il y a aussi cette équipe de France, hein, qui est partie tard, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude, mais qui a manifestement de gros moyens et une super équipe, qui ont acheté donc comme on appelle ça, un design pack chez Neo Z, donc ils sont quasiment sûrs d'avoir un bateau qui est actuellement en construction, mais qui sera un bateau euh, forcément un excellent bateau. Après, bon, l'initiative de cette épreuve pour les femmes et pour les jeunes, enfin, qui avait déjà été aux Bermudes, je trouve ça super parce que ça va, pareil, c'est pas que ça crée des vocations, mais ça continue à pousser avec plein de jeunes.
Ensuite, bon, alors moi j'ai regardé il y a quoi, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, la première épreuve d'AC40. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir ces bateaux-là. Ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. J'ai quand même un regret, c'est que sur ces bateaux aujourd'hui, notamment sur les 75, il y aura quand même plus d'équipiers qui vont tourner des manivelles et pédaler pour fournir de l'énergie que de barreurs, de régleurs et tacticiens, quoi. Donc évidemment c'est une nouvelle ère, hein, ces bateaux à folle et sans quille, c'est fantastique. Donc ça va être intéressant. Je pense que les Néo-Zélandais ont encore une petite longueur d'avance, et quand on décide, quand on gagne la coupe, on décide tout. Et autant pendant des années le Defender jouait tout seul dans son coin, et puis après de temps en temps il avait de mauvaises surprises, hein, c'était le cas avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Autant là ils sont quand même très malins, ces Néo-Zélandais, parce qu'ils se confrontent aux autres en permanence en AC40, sur le CLGP, sur plein de trucs, et donc ils voient bien que pour l'instant ils sont un petit temps au-dessus, quoi. Voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer, parce qu'en plus Barcelone c'est un plan d'eau qui est un peu aléatoire, hein, c'est un peu comme Marseille, on est en Méditerranée, ça peut être ou très venté ou pas venté, mais ça va être fantastique comme événement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, on rappelle qu'il y a eu deux régates préliminaires qui ont eu lieu, une à Villanova fin septembre remportée par American Magic, et celle de Jeddah début décembre qui a été remportée par justement Emirates Team New Zealand. Paul, parlons un peu du défi Orient Express Racing Team, défi qui a été officiellement lancé en février dernier, qui bénéficie effectivement du design package d'Emirates Team New Zealand. Ça veut dire que le bateau sera a priori bon, parce qu'on voit mal les Néo-Zélandais dessiner un mauvais bateau, même si ça peut arriver, avec un équipage qui s'est constitué autour de Quentin Delapierre, des sponsors assez solides. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont encore être annoncés dans les prochaines semaines. Est-ce que les signaux sont plutôt verts pour l'équipe française, ou est-ce que le fait d'avoir démarré tard, selon toi, va encore va être difficile à combler? Moi, je pense que oui, c'est sûr que plus tu pars tard, moins t'es préparé, c'est tout à fait logique. Après, j'ai trouvé que la première régate à Villanova était plutôt baignée d'optimisme, un podium, des très belles manches, mais c'était plutôt des conditions un peu molles, et on a vu que à Jeddah c'était un peu plus compliqué dans la pression. Parce que je pense qu'il y a un petit manque d'entraînement, malgré un simulateur qui visiblement est au top et leur a permis de rattraper un certain retard. Je pense quand même je pense que la marche est haute. Il n'empêche que le talent de l'équipage est là, Delapierre, Péponnet. Le fait d'aller s'entraîner régulièrement en F50 et de côtoyer les meilleurs du monde qui sont aussi sur la coupe, ça je pense que c'est un sacré plus. Donc moi j'ai envie d'y croire. Voilà, comme bon français, allez les Bleus. Allez les Bleus. Bon, rendez-vous pour cette coupe Louis Vuitton, en tout cas les éliminatoires entre Challenger fin août. Et la coupe qui se terminera, je crois, aux alentours du 18 octobre. Le 18 octobre, ça sera quasiment le jour d'ouverture du village du Vendée Globe au Sable d'Olonne, puisque le départ de cette édition du Vendée Globe sera donné le 10 novembre. On va terminer avec ce Vendée Globe 2024, 40 marins au départ, voire peut-être un peu plus si la SEM Vendée accepte un peu plus de bateaux, ou si en tout cas s'il y a plus de candidats. Un plateau une nouvelle fois exceptionnel. Paul, on va continuer avec toi. Ce Vendée Globe 2024, à chaque fois on dit que c'est le Vendée Globe de tous les records. Ça va être encore le cas cette fois-ci? De tous les records, en tout cas, on a vu que le dernier, ils n'étaient pas allés plus vite que l'édition précédente. Oui, Donc ça va un peu dépendre des conditions météo, de la fiabilisation des bateaux. Oui, je pense que là, on va avoir déjà 13 nouveaux IMOCA, donc c'est quand même assez dingue. Des IMOCA d'ancienne génération qui sont tout à fait haut niveau, avec des sacrés marins, comme pour l'Ultime Challenge, c'est une course d'endurance, donc tout est possible. Le spectacle va être dingue. Ouais, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de suivre ça, de cette régate, de cette course de dingue. Ça va être génial. Si aujourd'hui, à 11 mois du départ de ce Vendée Globe, tu devais faire un petit pronostic, quel serait un peu si tu devais nous faire le tableau des forces en présence des favoris de cette édition du Vendée Globe? Je dirais Charlie Dalin, même s'il a pas pu faire la Transat Jacques Vabre, il a quand même prouvé sur la dernière édition que il pouvait terminer premier en temps réel. Bon, après il y a eu toutes ces histoires de compensation. Bien évidemment Thomas Royan qui arrive avec le plein de confiance. Johan Richomme qui connaît pas le chemin, mais on a vu qu'il s'adaptait vite.
Sam Goodchild aussi. Je pense qu'il y a, oui, il y a au moins cinq bons favoris. Didier, tu es d'accord avec Paul? Est-ce que si quand tu regardes le plateau de de ce Vendée Globe 2024, sur qui toi tu miserais? Bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a quand même 5 ou 6 personnes qui sont un cran au-dessus. Alors oui, je suis d'accord avec Paul, hein, pour moi, il y a Charlie Dalin, Johan Richomme, Thomas Ruyant, Jérémy Bayou évidemment, et je rajouterais volontiers Sam Goodchild parce que je pense que ça va être un très gros client, comme on dit. Et puis, il faut pas oublier quand même 2 filles qui m'impressionnent parce que quand on voit encore une fois ces bateaux sont devenus tellement difficiles à mener, c'est Samantha Davis et Justine Métro, quoi. Donc, ça va être, on s'est aperçu quand même sur la Transat retour à la base que il y avait quand même eu beaucoup de problèmes de voiles. Moi, j'ai été assez surpris de voir toutes ces voiles qui se déchiraient. Il y a eu beaucoup de problèmes de J2 avec des problèmes d'étai, ou de voiles d'avant qui étaient inutilisables. Donc, c'est très pénalisant. Donc, je pense que ça va rester une course. Ça va être une course de Formule 1, mais avec un marathon, quoi. Voilà. Et non, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que, enfin, il faudrait pas que la course devienne tellement extrême qu'elle se banalise, parce que je pense que le grand public se rend absolument pas compte que ces bateaux sont devenus complètement fous. Et et puis il y a tellement de bateaux qu'il y aura forcément des déçus parce que le gâteau médiatique entre guillemets il est de plus en plus gros quoi à partager. Donc ça va être c'est la rançon de la gloire de cette course hein, qui est extraordinaire. Mais voilà, on va. Ce qui est sûr, c'est que ça va être passionnant à vivre. Ça là-dessus, il y a aucun doute. Il y a 4 ans, en tout cas sur l'édition de 2021, c'était pas, non 2020, oui, excuse-moi. L'édition 2020, les bateaux à dérive avaient encore réussi à tenir la dragée haute, notamment au vu des conditions qui avaient été rencontrées sur le Tour du Monde au bateau à foil. Est-ce que cette fois-ci, la différence, selon vous, va être plus nette, même si ça dépend forcément des conditions, mais est-ce que là, il y a encore eu un gros gap de franchi? Bah, moi, je pense que les architectes, justement, sur les dernières générations, ont réfléchi à ces problèmes qui étaient posés par les mers du Sud, ces carènes qui tapaient, le slamming, comme ils disent, qui est dur pour le marin, dur pour le matériel. Ils ont fait évoluer leur bateau pour, à mon avis, pouvoir passer la mer au portant et enchaîner les perturbations des systèmes sans abîmer le matériel et comment dirais-je, et en faire en sorte que le marin ne soit pas à bout trop vite, quoi. C'était vraiment les objectifs. Ce qu'avait l'air de dire Didier, c'est que quand même c'est très 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 engagé, de plus en plus engagé. Ça sera sans doute la limite de ce Vendée Globe. Didier, il y a aussi, il y a quand même encore beaucoup de bateaux à dérive, hein. Je crois que sur les 40, il y a encore une quinzaine de bateaux à dérive. Est-ce que finalement, il y a aussi un autre match à suivre sur ce Vendée Globe et dans la classe IMOCA en général? Ah Il y ben a- oui, oui, moi il y a un truc qui me passionne, c'est de voir le pari de Éric Bellion et Jean Le Cam, hein, qui ont fait des bateaux donc à dérive, des plans David Raison, donc encore un nouvel architecte qui arrive en IMOCA. Jean Le Cam, il est arrivé hier de la Transat. Il est quasiment qualifié pour le Vendée Globe. Il est arrivé hier soir à Lorient à 22h et des poussières. Et j'ai juste vu que il avait dit que son bateau Reaching était compliqué à mener, mais extrêmement performant. Donc ça va être intéressant parce que bon, quand Jean Le Cam, c'est Jean Le Cam quoi. Hein, il va prendre des passes pour le 6e Vendée Globe. Il a une expérience colossale. S'il a fait ce choix-là, c'est pas uniquement un choix économique, c'est aussi un choix sportif parce qu'il avait vu que la dernière fois, en effet, les foilers n'avaient pas utilisé tout leur potentiel. Donc ça va être ça va être vraiment intéressant. Et puis moi, je pense qu'il faut aussi. Alors je parle pas pour Le Cam ou Bellion, hein, mais je pense qu'il faut. Je pense plutôt à quelqu'un comme Guirec Soudé, des gens comme ça. Je pense qu'il faut aussi que le Vendée Globe garde son côté un petit peu aventure et poésie parce que si ça doit être qu'une course de bolide, ça va intéresser que des gens comme nous quoi. Tu es d'accord, Paul? Ouais, c'est pas faux, c'est l'humain quand même qui plaît au grand public, en tout cas plus que la performance pure. Donc oui, je pense que c'est aussi pour ça que l'IMOCA à dérive a encore de l'avenir. Tout à fait.
Bon, on suivra avec attention ces IMOCA à dérive qui ont offert un beau spectacle aussi, une belle régate sur retour à la base avec notamment, il faut le souligner, la remontée fantastique de Tanguy le Turquet parti après tout le monde et qui finalement a réussi à remonter pas mal de bateaux. Et d'ailleurs, quand tu parles avec Benjamin Ferré ou autres, tous ceux qui ont des IMOCA dérive, d'ailleurs, ils font leur propre classement entre concurrents directs. Ouais, Donc même eux, ils arrivent à se challenger. Ouais, voilà, je veux dire, même si l'aventure est là, il y a aussi toujours la perf quand même derrière la compétition, parce que ce sont des compétiteurs. Mais tout le monde y trouve son compte. Eh ben très bien. Eh bien messieurs, merci beaucoup. On aura plein de choses à raconter en 2024. En attendant, eh ben on va vous souhaiter ainsi qu'à tous nos auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année. Comme je disais en introduction, nous vous proposerons pendant la période des fêtes, les mardis 26 décembre et 2 janvier, la rediffusion des 2 épisodes de Pause Report les plus écoutés en 2023 et nous nous retrouverons le 9 janvier pour sans doute parler de l'Arkea Ultime Challenge Brest dont le départ aura été donné 2 jours plus tôt. Merci à tous les deux, très bonne journée et bonne fête à toutes et à tous. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!